Bonjour. On va parler d'ubérisation de la société, mais en fait, derrière ce terme, qu'est-ce qu'il y a comme dimension sociétale? En fait, je pense que toute la dimension digitale dont on nous abreuve en nous parlant de technologie, d'application, de capital, d'expansion, en fait, ça sera ou une révolution sociale ou une révolution tout court. Ce qui signifie que où le digital va savoir se donner les outils pour construire une nouvelle société, ou il va faire pire que celle d'avant. Et en fait, comme dans beaucoup de choses dans l'humanité, on a tout à l'intérieur et son contraire. Et donc là, ça peut promettre le plus beau rêve comme le pire des cauchemars. Et en réalité, la frontière entre les deux, c'est notre décision. C'est notre capacité à prendre le sujet en main plutôt que de le subir comme on le fait aujourd'hui. Et pour une partie notamment de la classe politique et institutionnelle, de le subir par incompréhension, par manque d'intérêt, par problème peut-être générationnel, et encore j'en suis pas totalement certain, parce que même les plus jeunes de nos politiques sont très loin du sujet. Donc en réalité, comme c'est un système à qui on a voulu donner une très jolie façade, collaboratif, on a inventé un mot extraordinaire, on a l'impression que tout le monde s'aime tout à coup et que c'est un grand ashram, la société, flower power, on va s'embrasser tous sur la bouche, mais en réalité c'est un système hyper capitaliste qui de temps en temps a une façade collaborative. Ce qui veut dire que d'un côté c'est fantastique parce qu'on est en train de recréer une économie à base d'indépendants, ce qui veut dire que c'est des gens qui redécouvrent la valeur du travail, de l'autonomie, de l'indépendance, de la responsabilité qui est son corollaire. Et de l'autre côté, c'est aussi une économie qui y arrive par la contrainte. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont livreurs ou chauffeurs VTC ne le font pas par passion, parce que c'était le rêve de leur vie. Ils le font par obligation. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus cette subordination, ce poids de l'éventuelle entreprise sur le salarié, celle que nous vendent les syndicalistes depuis très longtemps, ce qui est totalement faux dans une petite boîte, mais à l'échelle d'un très grand groupe ou d'un groupe très capitalisé, effectivement, il y a cette forme de pression qu'on retrouve sous une autre forme, sauf que ces salariés-là qui ne sont plus salariés n'ont pas la protection. Donc en réalité, ce qu'il va falloir, c'est dire quel est le terrain social qu'on invente pour que ces entreprises à qui on a interdit dans des pays comme le nôtre la flexibilité puissent la trouver grâce à l'indépendance et non pas en prenant des salariés. Voilà. Et de l'autre côté, tout en faisant que ces indépendants ne soient pas tout seuls à faire les frais de cette flexibilité. C'est-à-dire que eux, bon, la liberté, l'autonomie, ça nous parle à nous, ça parle pas forcément à tout le monde. Quand vous êtes à 1200 € par mois, vous sentez pas beaucoup le poids de la responsabilité, de l'autonomie et de la liberté. Ça fait très plaisir dans les grandes conférences et les très belles interviews, mais eux ils disent à la fin du mois j'ai juste besoin de bouffer. Donc du coup l'idée ça va être de dire comment est-ce que je peux être formé, comment je considère ce métier comme un tremplin vers quelque chose de mieux, comment est-ce que je remets la société en avant vers le haut et non plus vers la stagnation ou vers le bas. Donc moi je considère cette économie comme le premier pas positif vers quelque chose, mais ça peut pas être une fin en soi. C'est-à-dire que le digital, où il va le comprendre, il va dire oui, il faut effectivement que sur cette valeur que je crée, elle soit partagée avec ceux qui gagnent peu et qui en plus sont pas protégés pour le faire. Soit elle va les écraser et ces gens-là finiront par se révolter, mais de façon extrêmement violente. Le choix est entre nos mains, donc nous on va essayer, en tout cas l'Observatoire de l'ubérisation, d'en prendre cette réflexion dans ce sens-là, de se dire que c'est le moment de remettre la société vers le haut à un certain nombre de conditions, d'entraîner des plateformes pour qu'elles jouent le jeu et qu'elles le tentent, et qu'ensemble on essaye d'établir un nouvel modèle capitaliste qui partage mieux, qui discrimine moins et qui réduit les inégalités sociales. Est-ce que cette incompréhension des politiciens et j'ai envie de dire du français moyen, elle n'est pas aussi due à un défaut de communication? Parce que si on écoute les médias, tout confondu, on a l'impression que c'est que le mauvais côté qu'on présente, parce que ça fait vendre, ça fait de l'écoute, alors qu'il y a une vraie réflexion à avoir ensemble pour justement ne plus le subir, mais le transformer, cette ubérisation, en un bénéfice pour tout le monde. C'est-à-dire que les politiques aujourd'hui, leur rôle, la raison pour laquelle on les met en place, c'est que normalement ils ont une capacité de vision de la société que nous, pauvres citoyens moyens, n'avons pas. C'est-à-dire que si on leur donne les clés de la maison, c'est pour qu'ils soient capables de l'investir et pas de rester à la porte comme nous. Sinon, pourquoi leur donner cette mission? Donc je pense que là, jusqu'ici, déjà, ils étaient en retard de phase sur beaucoup d'évolutions de la société, trop clientéliste, trop immortalisés pratiquement dans la profession, puisqu'on voit des gens qui ont été députés de la même circonscription ou maire pendant 20 ou 30 ans, dans le même temps où on trouve inacceptable qu'un dictateur africain ou du Moyen-Orient reste en place 30 ans, eux le font tous les jours.
Alors, évidemment, avec le suffrage, donc ça donne bon de conscience. Bon. Mais en même temps, c'est souvent la force de l'habitude. Donc, en fait, aujourd'hui, ils n'assument pas ce rôle-là. Mais c'est d'autant plus dangereux que là, on est sur une technologie qui bouleverse la société à une vitesse très importante. Ce qui signifie que là, cette incompréhension qu'ils peuvent rattraper en temps normal, ils n'ont plus le temps de la rattraper. Le temps court beaucoup plus vite qu'eux, beaucoup plus vite que leur réflexion, leur ouverture, leur compréhension, et c'est ça qui rend les choses dangereuses, c'est qu'en fait on prend des tours de retard. Et pour moi qui ai fait de l'athlétisme jeune et très longtemps en équipe de France, à un certain niveau, quand vous prenez du retard, quel que soit votre niveau, vous ne le rattraperez jamais. Bon, sur un 100 mètres, mais pas plus sur un 5000, éventuellement sur un marathon, vous pouvez peut-être vous en sortir un peu, à force d'acharnement, mais là on est sur une course à la vitesse du sprint et sur une distance longue. Donc là, c'est très compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit en déduire? On doit en déduire qu'en réalité, c'est à nous, entrepreneurs, membres de la société dite civile, de monter au créneau, de s'organiser, de se rassembler pour construire les idées, construire le contenu et le livrer aux politiques pour qu'éventuellement ils le traduisent, ils l'adaptent, mais grosso modo, ils le prennent tel qu'on le lui donne. Et donc finalement, on quitte le terrain de la législation pour venir vers le terrain de la régulation et de l'entente entre ceux qui, en bas de l'échelle et en haut de l'échelle capitalistique, arrivent à trouver un terrain d'entente qu'on pousse et qui s'adapte avec le temps. Mais toujours en conservant des mêmes valeurs fortes, pas ces valeurs républicaines dont on se gargarise, dont plus personne ne comprend ce que ça veut dire, mais des valeurs très simples, de savoir si l'objectif de l'évolution économique, c'est le bien de l'humanité ou si c'est juste le bien de nos sociétés. Alors, c'est assez fondamental comme réflexion. On arrive là en année électorale. Est-ce que tu sens qu'il y a une possibilité justement d'agir et, j'ai envie de dire, d'ubériser la politique? C'est le moment ou jamais. C'est pour ça qu'on a fait cet observatoire. On a bien vu les échéances et on s'est dit c'est le moment de les mettre devant une vitrine qui s'appelle la réflexion autour de la transformation digitale, et pas seulement de parler de fiscalité, de charges sociales, de capital risque, de société, d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que le moment était venu de transformer tout ce discours digital, très bobo, parisien, entre soi, qu'on trouve y compris chez des gens très bien, qui font des choses fantastiques dans des associations dédiées au digital fantastique, mais qui ont oublié une chose, c'est que c'est des hommes et des femmes, la technologie. Et quand vous entendez des gens, j'ai entendu dans certains incubateurs dire « c'est génial, on investit des sommes fantastiques dans des trucs qui vont détruire l'emploi, on n'a plus besoin de vous », je pense qu'il leur manque juste un tout petit peu de passé, et un tout petit peu de vision de l'avenir, et même de vision d'eux-mêmes, c'est-à-dire quel peu de respect des êtres humains on peut avoir pour tenir un langage pareil, c'est-à-dire on n'a plus besoin des gens. C'est pas ça l'évolution économique. L'évolution économique, c'est justement de faire en sorte que les 10 milliards d'individus qu'on est en train de mettre sur Terre aient une perspective. Donc si on le fait pas là, avant des échéances présidentielles, ce serait presque criminel, on devrait être poursuivis, nous tous citoyens, de ne pas nous mêler de ce sujet-là. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience que la France n'est qu'une étape, et que l'étape d'après, c'est l'international, parce qu'on ne peut pas réguler un digital contrôlé par les Américains et les Chinois depuis notre petite puissance 5e, paraît-il, sur le papier mondial, mais qui est certainement pas la 5e puissance mondiale sur le digital aujourd'hui. Donc il faut qu'on monte d'un cran ensuite, en disant, 2018, l'échéance serait effectivement internationale, et nous, on y réfléchit sur un événement qu'on voudrait monter, mais qui ramènera les géants capables, à l'issue de ce sommet, de cette espèce de Davos du digital, de décider de notre avenir ensemble, et pas de façon unilatérale. Sachant qu'en plus, les têtes pensantes, en fait, les cerveaux de Français sont extrêmement répartis dans le monde et travaillent sur ces sujets-là dans des entreprises américaines, chinoises, dans le monde entier. Bien sûr. Donc on est déjà des acteurs de cette transformation mondiale. Ouais. Nous sommes des acteurs parce que quand on regarde la Silicon Valley, il n'y a pas une boîte majeure américaine dans laquelle il n'y ait pas dans le top 10, voire dans le top 20, au moins 2 Français. Donc on est vraiment très présent. Bon. Moi, j'aurais rêvé que dans le top 20 des entreprises mondiales du digital, il y ait des sociétés françaises. Mais c'est déjà mieux que rien. Parce qu'on est bon, on est créatif, les Français sont super. Maintenant, effectivement, pourquoi aujourd'hui ils ont des réticences, des peurs? Pourquoi vous avez peur en général? On a peur de l'inconnu. Et donc, qui aujourd'hui nous propose un territoire connu dans l'avenir? Personne. On nous dit, regardez comme c'était bien avant et on va vous y ramener, ce que disent tous les populistes et une partie de la gauche. Puis à droite, on dit, regardez comment on va nettoyer plus blanc, plus propre, moins de déficit. On monte du doigt les fonctionnaires, on dit, c'est ça la voie. Aucun n'a parlé d'avenir. Aucun n'a dit, voilà la vision qu'on a de la société à 10 ans, à 20 ans, celle qu'on souhaiterait.
et voilà la place que vous allez y occuper. Donc c'est ça la problématique. Et donc du coup, il faudrait que les Français, à un moment donné, soient mobilisables par des gens comme nous, comme vous, comme moi, en disant mais toi qui es chez Apple, chez Google, chez Facebook, toi qui es qui bosse chez Jack Ma, chez Alibaba, toi qui, est-ce que tu peux essayer par ton cercle d'influence de faire en sorte que notre réflexion soit partagée au niveau mondial, parce qu'on partage le fait d'avoir un pied ailleurs et de connaître l'international, ce que font ces gens qui vivent à l'étranger, mais d'avoir une culture française et donc d'être capable de faire la synthèse entre les deux et d'être le go-between ou le médiateur entre ces deux cultures qui, pour moi, qui ai vécu longtemps aux États-Unis, sont quand même très opposées. Alors, on va parler de tout ça au sommet du digital. Oui. On va pouvoir se confronter. On va pouvoir se dire, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les hommes? Est-ce qu'en dessous d'un QI 250, on sert plus à rien, pour paraphraser quelqu'un qui est très en avance, qui pose les problèmes, qui n'a peut-être pas la solution, mais en tout cas qui pose la question. On partage tout ça à la CLUSA à la fin du mois de janvier ensemble. Eh ben oui, avec grand plaisir. On sera le digital au sommet pour les sommets du digital. Merci beaucoup. Merci.